Bienvenue avec vous dans cette interview de Inde de WeMind, qui est aussi conférencière pour les freelances, qui travaille beaucoup avec les freelances, donc riche de son expérience. Elle a pas mal de conseils, pas mal de clés que je trouve vraiment très pertinents et je trouve vraiment pas que c'est des conseils basiques qu'on trouve facilement, par exemple si on recherche sur Internet. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de ces éléments qui sont vraiment indispensables pour passer un cap dans son activité. Et voilà, donc déjà merci Inde d'avoir accepté de répondre à cette interview. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Et voilà, je te laisse, je te laisse la parole. Je vais peut-être rapidement te présenter, après on pourra entrer dans le vif du sujet. Oui, alors pour me présenter rapidement, donc je suis Inde El Idrissi, je suis CEO et cofondatrice de WeMind, qui est un service qui est dédié aux freelances et aux indépendants, aux entrepreneurs, et qui permet d'avoir globalement un peu les mêmes avantages que les salariés en termes de santé, comité d'entreprise, logement, etc. Ouais. Moi, je suis un des clients très Un satisfait. des membres, un des membres de WeMind, voilà. Ouais. Ok, très bien. Bah, rentrons dans le vif du sujet. Quel est pour toi le premier conseil que tu considères comme quelque chose de vraiment important pour les freelances, les indépendants? Alors pour moi, le premier conseil, c'est que quand on est indépendant, freelance, on est sur un marché. C'est-à-dire qu'on vend une prestation à des clients. Et donc, il faut savoir, la première chose qu'il faut savoir pour moi, c'est quelle est sa valeur sur le marché. Et une fois qu'on connaît sa valeur, et bien, chercher à la faire progresser. Et donc, pour ça, en fait, on utilise un peu, ce qui est pour moi la meilleure comparaison, c'est un peu faire une étude de marché. Quelles sont mes compétences? Quels sont les types de personnes qui ont besoin de ces compétences. Aujourd'hui, comment ça se passe sur ce marché, à quel prix ça se monnaie et où je peux aller me positionner pour trouver des clients. Et en fait, ce premier conseil, c'est vraiment de se dire, non pas je cherche quelqu'un pour qui je vais travailler, mais quelle est ma valeur et comment je vais essayer vraiment de maximiser cette valeur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'évolution personnelle. C'est-à-dire que quand tu es freelance, tu n'es plus quelqu'un qui travaille pour les autres. Tu es quelqu'un qui travaille pour toi-même. Et il se trouve qu'en travaillant pour toi-même, eh ben, tu as des clients. Et en fait, ces clients-là, tu leur vends une prestation qui est un dérivé de ce que tu es toi-même. Et donc, plus tu évolues, plus la valeur que tu apportes à tes clients elle est élevée et plus tu vas pouvoir gagner plus d'argent ou alors peut-être gagner moins mais t'organiser pour avoir plus de temps libre. Et donc tout ça, ça fait partie de ce que c'est que se développer en tant que freelance. Et après, moi, je ne veux pas donner des conseils théoriques, hein, parce que quand on dit connaître sa valeur, ça peut être quelque chose de très philosophique. Moi, je suis vraiment sur quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire que souvent, ce que je vois, c'est que quand on est freelance, quand on se lance, c'est quelque chose de très idéaliste. On se lance parce qu'on ne veut pas avoir de patron, on veut être libre, on veut s'épanouir, etc. Mais sauf qu'il va quand même falloir, malgré cet idéalisme, payer les factures à la fin du mois. Et donc, l'idée, c'est que concrètement, combien je vaux sur le marché pour ce type de prestation. Et il faut être un peu vraiment pragmatique avec ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. C'est pour moi, aller voir sur Internet, c'est quoi le TJM, taux journalier moyen, c'est quoi les clients qui cherchent ce genre de mission, comment je fais pour trouver quelqu'un qui est intéressé et combien je peux monnayer ça. Et ça, c'est vraiment mon premier conseil. D'accord, ok. Donc en gros, ouais, on fait une recherche sur Internet, on regarde peut-être sur des plateformes comme Malte ou sur des études, ce genre de choses, pour voir un peu quels sont les prix, c'est ça? Alors, ça peut être une partie du sujet, mais souvent, tu sais, je vois des freelances qui se lancent dans des domaines. Par exemple, j'ai rencontré une jeune femme l'autre jour qui fait du conseil en images. Tu sais, ton personal branding, comment te mettre en valeur, etc. Et donc, du coup, par exemple, il n'y a pas vraiment de site internet où elle peut aller comparer ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle a besoin de travailler vraiment sur une cible particulière qui est des chefs d'entreprise qui veulent travailler sur leur personal branding. Et donc, la question, c'est où aller chercher ces gens-là, où les trouver, combien ils sont prêts à payer, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ce genre de choses. Et elle, c'était vraiment parce que tu vas me dire, si tu es développeur, c'est assez simple. Effectivement, si tu es développeur, tu regardes sur Malte, tu regardes sur Comet, les prix, tu vas les trouver très facilement. Mais sauf que sur ces métiers-là, il y a quand même déjà beaucoup de références sur le marché, donc c'est facile à trouver. Mais par contre, sur d'autres types de métiers, et donc beaucoup de freelances sont sur des métiers
où c'est plus difficile de trouver cette information. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut se dire bon c'est pas grave, je le fais pas et voilà. Non, en fait, au contraire, c'est sur ces métiers-là qu'il faut essayer de se dire c'est quoi ma plus-value, qu'est-ce que j'apporte à mon client en termes, je sais pas, de communication, de branding, de chiffre d'affaires, et comment je vais faire pour valoriser ça. Et c'est vrai que dans le développement informatique, c'est très facile parce qu'on voit très bien quelle est la plus-value d'un développeur. Par contre, on voit beaucoup moins la plus-value d'un consultant en stratégie, en image, en communication, etc. Et c'est notamment là où on va trouver des différences fondamentales, mais vraiment énormes, entre le freelance qui va pouvoir se facturer jusqu'à 1 000 € par jour et le freelance qui ne va pas savoir, qui va se dire est-ce que je facture 100 €, 200 €, 300 €. Et là, effectivement, on va retrouver des très, très grosses différences pour des métiers qui sont exactement identiques. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que nous, dans le coaching que je fais, avec mon associé, ce qu'on conseille, c'est d'aller, comme tu l'as dit, c'est d'aller voir des clients potentiels et sinon d'essayer d'avoir un échange avec eux et en échangeant, en posant des questions, on se rend compte des budgets qu'ils ont. Et là, on peut voir ce qu'on peut potentiellement facturer. Ok, très bien. Merci pour ce super conseil. Est-ce que tu as d'autres conseils? Je sais que tu en as plein d'autres. Ouais, alors j'ai plein d'autres conseils. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, qui est pour moi très important, connaître sa valeur sur le marché, le deuxième conseil, c'est de se lancer rapidement. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, on a quitté un job de salarié, on touche peut-être un peu de Pôle emploi, voilà, il ne faut pas se dire j'ai 6 mois pour trouver ma première mission, donc je prends le temps. Non. Moi, mon conseil, c'est le plus vite possible, tu fais une première mission. C'est pas grave si la première mission, elle n'est pas payée au prix que tu voudrais idéalement. Mais c'est un peu une façon d'apprendre en marchant. C'est-à-dire que tu vas jamais apprendre en restant sur ton canapé. Donc, il faut faire une première mission, pas trop longue forcément, prendre une première mission, aller jusqu'au bout et après faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que la prochaine fois, je serai capable, par exemple, de la facturer plus cher? Est-ce que je pourrais fonctionner différemment? Et en fait, l'apprentissage dans le freelancing ou dans l'entrepreneuriat, ça passe toujours par la pratique. C'est pas en regardant des vidéos ou en lisant des bouquins ou ce genre de choses. Ça, c'est beaucoup trop intellectuel. Il faut pour moi vraiment rentrer dans le vif du sujet très rapidement, tout de suite faire une première mission et se dire, voilà, cette mission-là, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Et parfois, ça peut être tout à fait paradoxal, ça m'est déjà arrivé de voir des freelances qui font une première mission et puis après, ils restent en salarié dans la boîte parce que ça les a passionnés. Et ça, c'est pas du tout un problème. Mais en tout cas, commencer très rapidement et faire quelque chose. Ouais, c'est clair. Totalement d'accord avec toi. Ouais. Et c'est pareil, en fait, je pense, tu disais pour la première mission, effectivement, mais tout ce comme tu as dit, par exemple, si on regarde une vidéo ou si on a des conseils, de tout de suite essayer de les mettre en pratique, ce qui est beaucoup plus facile, effectivement, quand tu es indépendant que quand tu es salarié. Donc, par exemple, travailler sur ses tarifs, quand ses tarifs, de ne pas attendre, de tout de suite tester, de voir. Donc, ouais, je suis totalement d'accord. Ok, next, quel est le prochain conseil? Alors, le prochain conseil, c'est un conseil qui est super important pour moi, parce que notamment chez WeMind, c'est celui sur lequel on nous sollicite le plus, pas en termes de conseils, mais en termes on va dire, de garantie et d'aide, etc. C'est le paiement. Alors, quand on fait une mission en tant que freelance, vraiment mon conseil, c'est se faire payer. Et là, il y a un peu des petites astuces sur comment se faire payer. C'est-à-dire que je vois des freelances et notamment des débutants qui se disent bon, j'ai trouvé mon client, je l'ai convaincu, j'ai présenté un budget global, il est à peu près d'accord. Et à aucun moment, on dit au client bon, voilà, la date du paiement, c'est telle date, j'envoie la facture et il faut que je sois payé. Et ça, c'est vraiment une erreur de débutant de penser qu'il ne faut pas être très clair sur ces sujets-là. Au contraire, donc, il y a des freelances qui me disent oui, mais si j'insiste trop sur le paiement, je risque de perdre le client ou il va se vexer parce que finalement, ça ne se fait pas de parler d'argent, etc. Mais bien sûr que si, ça se fait de parler d'argent et au contraire, ça augmente le professionnalisme. C'est-à-dire qu'on se met d'accord avec un client, on va faire une mission. La mission, elle dure de telle date à telle date ou alors elle porte sur tel périmètre et la facturation, elle interviendra à telle date, le paiement sous tel délai. Et avant de commencer quoi que ce soit, il y a 2 conditions possibles. D'abord, on fait signer un devis et d'autre part, on peut demander en acompte si c'est une grosse mission. L'acompte peut faire 30-40% de la mission et donc, tant que cet acompte n'est pas payé, on ne démarre pas la mission. L'erreur, ce serait de croire que ça va nuire à la relation commerciale, que le client va mal le prendre. Alors, effectivement, c'est possible que le client le prenne mal
si tu vas voir le client et tu lui dis, bon, bah, je te préviens, hein, si jamais tu me payes en retard, il y aura vraiment des problèmes. Bon, là, effectivement, il ne faut pas faire ça, c'est pas très commercial. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est dire, ben voilà, j'ai mis en place le protocole de la mission, voilà le devis, pour que je puisse démarrer, et j'ai hâte de démarrer parce que cette mission est absolument intéressante pour moi et j'ai vraiment envie de la faire, j'adore votre projet et j'ai envie de démarrer cette mission très vite. Pour ce faire, j'ai besoin que vous signiez le document en pièce jointe et que vous fassiez le virement qui correspond à 30 ou 40% de la somme. Et tant que ça n'a pas été fait, et ben voilà, professionnalisme oblige, et ben on ne démarre pas forcément la mission. Et ça permet, alors tu vas me dire, effectivement, il y a des clients qui peut-être vont refuser de payer, vont peut-être refuser de payer les 30%. Mais de toute façon, c'est des clients, une fois que tu aurais fait la mission, ils auraient attendu 2, 3, 4, 6 mois pour te payer, ou alors pas payer du tout. Et après, et ben effectivement, on va se retrouver dans une situation, ben voilà, j'ai travaillé gratuitement. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des missions où j'ai des freelances qui ont travaillé pendant 6 mois gratuitement avec des impayés à hauteur de 20 000, 30 000, 40 000 euros quand c'est des développeurs informatiques parce qu'on n'a pas été notamment exigeant avec le client dès le départ sur le fait qu'il va falloir payer et il va falloir payer à telle fréquence. Et ça, c'est un équilibre qu'il faut trouver, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être aimable et commercial, mais également ferme et professionnel. Et ça, c'est un équilibre à trouver. Mais en tout cas, pour un freelance, y compris pour un débutant, il ne faut pas avoir honte. C'est normal de se faire payer. Quand tu vas dans une boulangerie, tu ne vas pas prendre ta baguette et sortir comme ça. Non, tu payes. C'est tout à fait normal. Et ben donc ça, c'est pareil. Et s'il y a un client qui est en retard, et ben on peut tout à fait lui dire, voilà, moi j'ai besoin de cet argent, c'est aussi mon loyer, c'est besoin de tout ça, j'ai besoin de cet argent, donc j'ai besoin que la facture soit payée. Et donc il faut absolument faire ça. Alors après, évidemment, nous ce qu'on fait chez WeMind, c'est du recouvrement, c'est-à-dire que quand vraiment le client ne paye pas ou ne veut pas payer, des fois il n'a pas été content de la prestation. Là par contre, nous on intervient avec des outils juridiques. Mais évidemment, le but c'est jamais d'en arriver là. Le but c'est que ton client il paye tout de suite après la mission. Et puis, quand ça se passe bien, après, il te recommandera une autre mission, il te recommandera à d'autres clients et c'est comme ça que tu développes ton business. C'est vraiment par ce truc de la recommandation. Donc, le but n'est pas de se fâcher avec ses clients. Mais le but, c'est d'être professionnel sur cet aspect-là. C'est vraiment le problème majeur que nous, on reçoit dans tous les litiges juridiques. C'est, voilà, plus de 70%, c'est des questions d'impayés. Ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que ce que moi je me rends compte en discussion avec pas mal d'indépendants, c'est que quand on est salarié, c'est le patron, l'entreprise qui nous fait le contrat, donc c'est eux qui mettent le cadre. Alors que quand on est indépendant, en fait, la démarche à avoir, c'est l'inverse, c'est à nous de venir avec voilà, voici c'est quoi, voici comment ça fonctionne, voici le contrat, voici le devis, etc. Et les conditions générales de vente. Et ce qui fait que c'est toi qui mets le cadre, et donc les paiements font partie des règles du jeu. Et beaucoup en fait sont un peu passifs en attendant que le client Ouais. donne lui les règles du jeu. Et j'ai pas mal de situations en ce moment en coaching où des personnes en fait sont dans une situation compliquée parce qu'ils ont laissé les clients faire et où des fois ils ne veulent pas avoir de contrat et du coup ça crée des situations très floues, très tendues. Voilà, alors du coup, si je peux compléter par rapport à ça, Jonathan, dans ces cas-là, quand tu as eu, voilà, t'as eu le litige avec le client, ça s'est mal passé, voilà, ça a été merdique, vous avez fini par vous fâcher, etc. Ce qu'il faut faire, c'est passer au client suivant et se dire, bah, c'est pas grave, le premier, j'ai merdé. Et on s'en veut pas, on se pardonne. Allez, hop, on passe au suivant. Par contre, sur le suivant, on repart sur des bases saines. Ce qui est important, c'est de repartir sur des bases saines. On a tous fait des conneries dans sa vie, moi la première. Donc c'est pas le sujet d'aller se flageller par rapport à ça. Mais c'est pas grave. Le client suivant, on est sur des bases nouvelles. Et donc à ce moment-là, on le fait sainement. Totalement d'accord. Ça marche. Ok. Quel est le prochain conseil? Alors le prochain conseil, c'est sur comment tu développes ton business. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça, mais moi, j'aurais quand même un conseil particulier à donner, et parce que ça correspond à une erreur que je vois souvent chez des freelances débutants. C'est comment tu fais pour établir ta stratégie. Et en général, dans ton réseau autour de toi, quand tu es freelance débutant, ben, en gros, tes potes, ils sont un peu le même âge que toi et c'est aussi des freelances débutants. Et c'est un peu les pires personnes pour te donner des conseils. Je veux dire, ils savent pas. Je veux dire, toi, tu sais pas, eux, ils savent pas. Donc, on est entre gens qui savent pas. Du coup, ça amène pas grand-chose. Donc, un des conseils que je peux donner, et je sais qu'il y a plein de freelances qui sont prêts à le faire, c'est aller chercher des conseils auprès de freelances qui sont expérimentés. C'est-à-dire des gens qui sont freelance depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans
et leur dire, alors toi, c'est quoi tes conseils? Comment tu travailles? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire ça, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à donner des conseils, à dire, bah voilà, ce qui est important, c'est ça, ce qui est important, c'est ça. Toi, c'est ce que tu fais hein, de toute façon dans ton métier au quotidien, c'est-à-dire que tu es passé par là, donc les bons conseils, tu les connais. Et en fait, ce que je vois beaucoup, c'est que souvent les gens demandent des conseils à leurs potes et leurs potes, eh ben, ce n'est pas forcément les gens les plus compétents pour les aider sur ces sujets-là. Donc, si par exemple, tu es graphiste freelance, si tu es, je ne sais pas, tu fais du conseil en image de marque, si tu fais du développement informatique, si tu fais quoi que ce soit, eh ben, demande-toi quelle est la personne qui fait à peu près la même chose que toi, et puis et que tu considères comme étant quelqu'un qui réussit, évidemment, pas quelqu'un qui est en échec, quelqu'un que tu considères comme étant quelqu'un qui réussit. Et puis, même si cette personne, tu la connais pas, c'est pas grave, eh ben, tu vas sur LinkedIn, tu lui envoies un message, ou tu vas sur Twitter, ou tu vas sur Facebook, et tu cherches les coordonnées de cette personne, et tu la contactes, et tu lui dis, voilà, j'ai besoin de conseils. Et bah voilà, la nature humaine est ainsi faite que souvent, et je sais que moi, des fois, il y a des gens qui me contactent, et j'essaye toujours au maximum de prendre le temps, et on est tous très contents d'aider. Et après, il y a les gens comme toi qui sont plus des professionnels, et je trouve que c'est bien aussi. Mais on peut vraiment faire les deux parce que on n'est pas forcément toi, tu vas pas être forcément dans le même métier que la personne et des fois, tu as besoin de conseils plutôt métier. Donc, vraiment, mon conseil, c'est allez pas chercher des conseils chez des freelances débutants comme vous. Ça sert à rien. Ils en savent pas plus que vous. Allez chercher chez des gens qui savent et donc des gens expérimentés. Et en fait, c'est vraiment ce conseil-là, c'est un peu autour de développer son réseau. C'est-à-dire que plus tu connais de gens, même de gens qui font le même métier que toi, plus ça te permet de développer ton carnet d'adresses, plus ça te permet d'avoir des nouvelles opportunités au niveau professionnel. Et puis, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à des clients qu'on a déjà eus, bah, essayer de maintenir la relation, essayer de se faire recommander pour trouver d'autres clients et comme ça, travailler sur son business. Excellent. Plein de bons conseils. Dans ce que tu dis, je sais que l'élément qui fait blocage, qui fait un peu, où les gens vont être un peu bloqués, c'est ah, il faut que j'aille contacter une autre personne qui est plus expérimentée. Donc, un peu le syndrome de l'imposteur, dire ouais, qui suis-je, ou est-ce que la personne va me répondre, ou est-ce que je vais oser. Moi, je dirais juste, faites, tentez juste, et il n'y a aucun risque. Genre, il n'y a aucun risque que quelque chose de négatif vous arrive. Peut-être la personne ne vous répondra pas, c'est pas très grave. On va essayer avec d'autres personnes. Mais effectivement, le conseil de In, moi, je C'est l'ai clair. fait. Donc, allez-y, prenez ce petit risque de contacter les personnes. Ça peut qu'être bénéfique. Ok, bah, passons au point suivant. Attends la parole de nouveau. Alors, le point suivant, c'est donc voilà, tu es freelance, tu as fait ta première mission, tu te fais payer, voilà, tu trouves des clients, tu as eu un peu des conseils, etc. Et alors, au bout d'un moment, au bout de, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça commence à être un peu la routine, c'est-à-dire que tu fais des missions, après tu fais des missions, et notamment, je le vois chez les développeurs, en fait, je sais pas, tu as un TJM à 500 euros par jour, tu enchaînes mission sur mission, et donc ça commence à être la routine. Alors là, danger. Danger parce que tu n'es pas salarié, tu es freelance. Et donc, en tant que freelance, ce qui est important, c'est ta valeur sur le marché, ta progression personnelle. Donc, tu peux tout à fait être pendant quelques années super bien, enchaîner les missions. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je sais pas, tes compétences, elles deviennent obsolètes. Ton client, par exemple, tu avais un client régulier, il passe à autre chose et du coup, il n'a plus besoin de toi. Et donc, vraiment, quand tu es freelance, tu ne peux pas vraiment te reposer en te disant, ben voilà, j'ai trouvé mon truc et c'est bon. C'est pas du tout ça. En fait, quand tu es freelance, en gros, tu dois réfléchir. J'aime pas le mot, mais il n'y a pas le choix. Tu dois te projeter sur la durée et un peu réfléchir plan de carrière. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de faire telle mission. Cette mission, elle fait 6 mois, elle paye vachement bien. Et ben, je suis déjà en train de réfléchir à mon prochain coup. C'est quoi mon prochain coup? Et c'est quoi celui d'après? Et qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché? Comment les besoins, ils évoluent? Et donc, en fait, il faut tout le temps avoir donc, à la fois les antennes ouvertes et puis se projeter dans le futur en se disant, eh ben moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de me spécialiser vraiment là-dedans. D'ailleurs, j'ai remarqué que ce truc-là, c'est le truc qui marche en ce moment. Regardez ce que font les autres personnes qui sont dans le même métier que toi. Qu'est-ce qui est en train de bouger en ce moment? Si tu fais pas ça, alors dans certains métiers, au début, tu vas pas avoir de soucis, notamment dans le développement informatique. De toute façon,
on est en situation de chômage négatif sur le développement informatique. Donc, toi, tu es là, tu fais tes missions, tu es bien payé, donc tout va bien. Et ben ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que ce qui marche dans le freelancing, c'est quand on est capable de se remettre en question tous les 2, 3, 4 ans et de se dire, bon, ben voilà, et la direction de ma carrière, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire un plan à 40 ans, c'est pas le sujet, mais il faut quand même que tu sois dans cette dynamique de te dire, au final, c'est quoi mon plan pour le coup d'après? Parce que si tu fais partie des gens qui n'ont pas de coup d'après, et ben à un moment donné, c'est la vie qui aura un coup d'après pour toi et ce ne sera pas forcément un coup très agréable. Donc, il faut avoir toujours ce truc-là. Ouais, ça me parle ce que tu dis. En fait, moi, j'ai rencontré quelques fois plusieurs personnes, soit par email, mais aussi à des conférences que j'ai données. Des personnes qui, depuis 10 ans, ça marchait très bien. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, ça ne marchait plus. Et en fait, ils avaient été reposés sur le fait que ça marche sans être stratégique, en fait. Et ouais, c'est une histoire que je raconte régulièrement parce que c'est pour qu'il y ait cette prise de conscience. Donc, ouais, pour une fois, vraiment d'accord avec toi. Passons encore au point suivant. Alors du coup, le point suivant, c'est vraiment sur un peu les valeurs du freelancing. C'est-à-dire, c'est quoi le prix à payer finalement du freelancing? C'est que moi, ce que je vois, c'est que le point commun entre tous les freelances, les indépendants, les entrepreneurs, etc., que je rencontre, et moi, je suis la première concernée, c'est qu'à un moment donné, tu te lances en freelance parce que tu veux de la liberté. Parce que ça suffit d'avoir un patron, parce que ça suffit d'avoir quelqu'un qui donne des ordres, parce que ça suffit de ne pas avoir du sens dans ce qu'on fait. Donc, hop, tu dis maintenant c'est bon, c'est moi le patron et c'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, ce désir de liberté, c'est un désir qui est naturel. T'as pas un être humain qui a envie d'être en prison, t'as pas un animal qui aimerait être en prison. Donc, c'est complètement naturel de rechercher la liberté. Et donc, à partir du moment où tu recherches ça, et ben déjà, c'est génial. Enfin, bienvenue au club. Ça, c'est trop bien. Mais par contre, ça a un prix. La liberté, elle a un prix et c'est vraiment la question de la responsabilité. C'est que maintenant, tu peux plus te dire quand ça va mal, bon, bah, c'est la faute du patron, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Et puis après, le matin, je reviens au boulot et je serai payé quoi qu'il arrive. Non, ça, c'est fini. Et en fait, c'est vraiment ce truc qui est que quand tu deviens indépendant, tu es vraiment responsable de tout ce qui t'arrive. Et ça, pour le coup, je dirais, c'est un conseil qui est extrêmement psychologique. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, c'est un peu dans mon histoire perso, moi, j'ai été salariée pendant 13 ans avant d'être indépendante. Et en fait, quand tu passes de salarié à indépendant, et ben, ça nécessite que tu changes de mindset. C'est-à-dire que tu te dises, et ben voilà, maintenant, je suis plus dans le mindset du salarié. Et du coup, c'est quoi le mindset du salarié? C'est un truc qui est très simple. Dans le salariat, tu prends la subordination, donc tu es subordonné à quelqu'un et en échange, tu as quelqu'un qui te donne la sécurité. Ça, c'est le couple que tu vas avoir dans le salariat. Et ben dans le freelancing, ben là, tu prends ta liberté et en échange, tu payes avec de la responsabilité. Et donc, ce n'est pas du tout le même deal. Et alors, quand on est dans ces deux trucs-là, ce qui se passe, c'est que quand tu passes de salarié à indépendant, et ça, c'est quelque chose qu'on traverse tous, ben moi, ça m'a pris à peu près 2 ans de pouvoir changer de mindset. C'est-à-dire de dire, ben maintenant, je suis indépendante, mais en fait, j'avais encore le mindset du salarié. C'est-à-dire que tu es encore en train de te dire, ah ben voilà, il m'est arrivé une merde, il y a telle chose, j'ai vraiment pas de chance. Mais ça, c'est fini. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu es indépendant, ben c'est toi qui es responsable de tout ce qui t'arrive. Si tu as un client qui ne te paye pas, c'est de ta faute. Si tu ne trouves pas de mission, c'est de ta faute. Si y a des choses qui ne vont pas, c'est de ta faute. Et la question, c'est comment tu vas prendre tes responsabilités par rapport à ça et mettre en place le plan d'action qui va bien, au lieu de se dire, je cherche de la sécurité et en échange, je me subordonne un peu aux autres. Et ça, c'est un truc qui est assez difficile à passer. Et quand tu as passé ce cap-là dans ta tête, là, par contre, plus jamais tu seras quelqu'un qui perd, plus jamais tu seras quelqu'un qui s'en sort pas dans la vie. Parce qu'en fait, une fois que tu as acquis ce truc qui est vraiment dans ta tête, qui est le mindset du freelance, et ben après, tu peux monter ta boîte, tu peux être de nouveau salarié, mais tu seras un salarié extraordinaire, ou alors tu peux rester indépendant, ou alors tu peux partir à l'autre bout du monde, ou tu peux décider de travailler qu'un jour par semaine, etc. Quand tu as craqué ce truc dans ta tête, c'est un truc de malade. Mais quand tu passes de freelance à salarié, le changement, il ne se fait pas immédiatement, il se fait progressivement. Mais il faut juste que tu aies conscience, c'est juste de mettre une conscience dessus, de dire, avant, j'étais quelqu'un qui était subordonné et qui avait acheté la sécurité. Et maintenant, je suis quelqu'un qui a choisi d'être libre. Et la liberté, ça a un prix. Et je suis prêt à payer. Parce que si je suis pas prêt à payer, autant retourner dans le système.
Sinon, tu vas beaucoup souffrir en fait. C'est clair, c'est clair. Ah, c'est sûr, hein, entreprendre, c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément pour tout le monde, ou plutôt, il faut avoir conscience de ce que ça représente et soit y aller à fond, soit ne pas du tout y aller. C'est sûr que, ouais, tellement d'accord. Ok. Mais après, c'est dur, hein. C'est-à-dire que si c'est pas parce que c'est dur qu'il faut s'arrêter au milieu. En fait, ça a été dur. Tous les gens que tu vois qui ont réussi, au final, ils sont tous passés par là. Mais c'est pas parce que c'est dur qu'il faut s'arrêter, au contraire. Ouais, c'est Faut ça. Après, continuer. ouais, après, c'est aussi lié, comme tu l'as dit à un moment donné, mais c'est aussi lié à ce que tu veux en fait. C'est quoi ta vision en fait? Si tu veux être libre, pourquoi, et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir cette liberté que tu recherches? Mm, Si tu es déterminé et que tu es prêt à faire des sacrifices ou à avoir qu'on va dire, ce déclic psychologique, ben, c'est sûr qu'en persévérant, tu y arrives. mm. C'est sûr qu'il faut persévérer. Hein. Genre, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, le nombre de fois que j'ai traversé des grosses galères d'aventure entrepreneuriale, il n'y a pas le choix, je crois. C'est clair. Ok, ok, on rapproche de la fin et oui, bah, quel est le prochain super conseil que tu veux partager? Alors, le prochain conseil, c'est sur un truc qui a l'air un peu bateau, mais c'est la question de la formation. Alors moi, je me souviens quand j'étais salariée, je faisais un truc très bête que plein de salariés font, c'est que tu veux faire une formation qui t'intéresse, tu vas demander à ton patron s'il est d'accord pour que tu la fasses, et s'il est d'accord, tu la fais, et s'il n'est pas d'accord, tu la fais pas. Donc, quand tu regardes, c'est débile comme raisonnement. Parce qu'en fait, si tu veux faire une formation, normalement, il faudrait la faire. Et ben, en fait, moi, je raisonnais pas comme ça. C'est-à-dire que je faisais de la formation parce que c'était dans le plan de formation de l'entreprise. Et maintenant, quand je te raconte ça, j'ai l'impression que vraiment j'étais débile avant. Hmm. Alors que, euh, alors qu'aujourd'hui, je me dis, ben, je regarde ma situation, je regarde ce que je fais chez WeMind, je regarde là où j'ai des difficultés. Donc, j'ai identifié là un point récemment. Je me suis dit, bon, il faut que je me forme par rapport à ça. Parce qu'en fait, quand je me serai formée, eh ben, je serai meilleure dans ce truc-là. Du coup, je ferai mieux mon job et je serai plus utile, je créerai plus de valeur, etc. Et donc, une fois que j'ai eu ce raisonnement-là, eh ben, évidemment que la formation, je vais la payer. Et j'ai eu ce raisonnement-là, en fait, dès que je suis devenue indépendante, où j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, en fait, j'ai besoin de faire telle formation et j'avais plus d'employeur pour me la payer. Et je me suis dit, bah ouais, mais maintenant, tu es toute seule. Donc, si tu veux réussir, il faut que tu investisses sur toi-même. Et donc, la formation, quand tu es salarié, c'est un peu un truc que ton patron il te demande de faire pour que tes compétences ne soient pas obsolètes. Ça, c'est quand tu es salarié. Mais quand tu es indépendant, la formation, c'est l'investissement que tu fais sur toi-même pour ton plan de carrière, pour être toujours dans le marché, pour pouvoir te vendre plus cher, pour pouvoir t'améliorer, y compris d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que je ne parle pas seulement de formation en termes de skills, de compétences techniques, mais je parle aussi, ça peut être du coaching, ça peut être avoir une meilleure connaissance de sa personnalité, une meilleure connaissance de ce qu'on a envie de faire. C'est pas forcément que des compétences techniques. Et donc ça a une valeur qui est immense. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se projeter dans qu'est-ce qu'on a envie de faire progresser chez soi et faire la formation qui est nécessaire. Et en plus, du coup, la formation, tu t'en profites à mort parce que c'est pas quelque chose qui a été payé par quelqu'un qui est gratos. Donc, du coup, tu le payes, tu mets une valeur dessus, tu sais ce que ça t'apporte, tu t'investis à fond. Et après, ça te permet, c'est vraiment un des outils qui te permet de faire progresser ta valeur sur le marché. Et quand c'est perçu comme ça, la formation, ça a une valeur énorme. Alors que si c'est voilà, ton boss qui te la paye parce qu'il a besoin que tu maîtrises tel truc, bon, bah voilà, tu y vas, tu t'assois, tu mets les pieds sur la table, tu fais ta formation. Mais bon, c'est pas, ça n'a pas forcément une valeur énorme pour toi. Et donc, le fait de passer par ce truc, de se dire, bon, OK, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et du coup, il faut que je me forme. Et du coup, ça me fait avancer. Et ben, du coup, ça te met ça te met sur une rampe de décollage absolument extraordinaire. Ouais, c'est clair. Et toi, je sais que tu as fait une formation assez spécifique par rapport à WeMind. Qu'est-ce qui serait passé si tu n'avais pas fait cette formation? Tu arrives à imaginer? Enfin, t'es différent, l'évolution de WeMind? Ouais, alors du coup, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai fait la formation coup d'état de The Family. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que c'est une formation qui t'explique globalement comment monter une startup. Et du coup, toi, tu connais WeMind, hein, enfin, tu nous avais connus même au tout début de WeMind. Mais le truc que tu sais pas, c'est que avant de monter WeMind, on a monté trois projets différents.
Et du coup, les 3 projets, on a lancé des sites internet, on a fait des trucs, ça n'a absolument pas marché, c'était une catastrophe. Mais bon, ça, pour moi, ça fait partie du droit à l'erreur. C'est-à-dire que tu commences la première fois, tu te plantes, et donc soit tu rentres chez toi parce que tu te dis hop, je me suis planté, mais ça c'est stupide. En fait, tu te plantes, c'est normal. Bah, du coup, tu réessayes une deuxième fois, tu réessayes une troisième fois, et donc nous, ça nous a pris, je sais pas, plus d'1 an de réussir à trouver le projet déjà qu'on avait vraiment envie de faire et qui marchait et qui voilà. Et du coup, moi, je devais donner un conseil par rapport à vraiment ça, à l'entrepreneuriat, vraiment aux gens qui veulent monter une boîte, c'est voilà, tu vas te planter, c'est normal. Et après, ce qui fait qu'à un moment donné, on a trouvé le bon truc, c'est de se dire, on n'essaye pas de faire une boîte pour faire une boîte, on essaye de faire le truc qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de changer qui aujourd'hui n'existe pas? Qu'est-ce qu'on a envie de créer qui n'existe pas, que nous, on est prêt à utiliser? Tu vois, par exemple, chez WeMind, toute l'équipe de WeMind, elle est membre, c'est-à-dire qu'elle utilise des services. Voilà, certains sont en freelance, certains sont en salarié, mais du coup, on utilise nos services, donc on sait ce que c'est de les utiliser. Donc, on les a aussi fait pour nous. Et du coup, le fait de se dire, moi, j'avais été salariée toute ma vie, le fait d'avoir perdu toutes les garanties du salariat en étant indépendante, je me suis dit, bah, tiens, mais je vais les recréer et je vais quand même être indépendante. Et du coup, c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai trouvé l'idée. Alors qu'avant, j'essayais de trouver des produits que tu peux vendre. Bon, ben voilà, ça marchait pas beaucoup parce que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Alors que là, c'est vraiment quelque chose qui pour moi a du sens. Et moi, je fais partie des entrepreneurs et je pense que je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui réussissent sans ça. C'est qu'il faut quand même qu'après, tu aies du sens dans ce que tu fais. Parce que si ça n'a pas de sens, de toute façon, tu tiens pas. C'est clair. Ah ouais, non, d'accord avec toi. Ah ouais, c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, c'est un peu c'est différent, c'est du service, mais c'est un peu la même logique. Moi souvent, je pousse la réflexion auprès des personnes que j'accompagne, c'est de se dire plus que juste mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mes clients et quelle est la meilleure contribution que je peux apporter à tout le monde. Il y a de plus en plus de gens qui sont très engagés, tout ce qui est économie sociale et solidaire, dans leur choix de clients, etc. Et c'est vrai qu'on peut, avec cette perspective-là, ça change tout. Hein. La motivation est décuplée. C'est pour ça qu'on peut changer le monde. Ouais, c'est clair. Ok. 13, 2 conseils. Alors, le conseil suivant, c'est que c'est sur la protection que tu as en tant qu'indépendant. Parce que c'est un peu ce que je fais chez WeMind. Je vois toujours que ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire pour les freelances. C'est-à-dire que quand on se lance, on se dit, bon, bah voilà, il faut que je trouve des clients. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé les conseils par cet aspect-là. Mais après, ce qui est important aussi, c'est de se projeter sur la durée. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du jour au lendemain, quand tu sors du salariat, tu perds toutes les protections du salariat. C'est-à-dire que tu perds tes droits à la retraite, tu perds les droits d'arrêt maladie, tu perds ta mutuelle. Donc, tu perds un peu tous ces services-là. Et en fait, ce que je vois, c'est que quand tu es salarié, ce qui se passe, c'est que ces choses-là, tu en bénéficies, mais tu les en bénéficies pas gratuitement. Tu vois, c'est prélevé sur ta fiche de paye, tout simplement. Et quand tu es indépendant, ben, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que ta protection n'est plus prélevée sur ta fiche de paye, puisque déjà, tu n'as plus de fiche de paye. Donc, quand tu es indépendant, que tu sois auto-entrepreneur, entreprise individuelle, etc., en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'encaisser du salaire, tu commences à encaisser du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que c'est très important qu'un indépendant facture plus qu'un salarié. Parce qu'une fois que tu as touché ton chiffre d'affaires, tu vas devoir payer les cotisations sociales du RSI. Après, tu vas devoir payer ta propre protection supplémentaire qui va te couvrir en termes de santé, de maintien de revenus, etc. Et ça, du coup, ça va te faire du budget supplémentaire. Et là, je vois toujours qu'il y a un peu une surprise chez les indépendants quand ils découvrent le montant de la cotisation à WeMind. Il y a des gens qui pensent qu'on fait des cotisations à 20 ou 30 euros. Ben non, à 20 ou 30 euros, on va pas te couvrir si tu vas à l'hôpital ou si tu es malade, etc. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que il va falloir que tu mettes un budget là-dessus. Pour pouvoir financer ce budget, il va falloir que tu factures plus tes clients. Et c'est pour ça qu'un indépendant, ça doit toujours facturer plus qu'un salarié. Parce que dans le salaire, eh ben, il y a beaucoup de cotisations sociales, alors que dans le chiffre d'affaires, il n'y en a pas. Et du coup, pour te dire un petit peu la différence, en gros, en France, quand tu es salarié ou indépendant, tu as la même sécurité sociale. Donc, tout le monde a droit, tu vas à l'hôpital, tu vas chez le médecin, etc. Les droits sont exactement les mêmes entre indépendants et salariés. Par contre, ce n'est pas du tout le cas sur le maintien des revenus. C'est-à-dire que le jour où un salarié est malade, si ça t'est déjà arrivé, eh ben, tu vas voir qu'on continue à te payer ton salaire.
Donc, tu déclares ton arrêt maladie et on continue à te payer ton salaire. 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, même 3 mois, 6 mois. Tiens, d'ailleurs, Jonathan, est-ce que tu sais combien de temps on te paye ton arrêt maladie? Combien de temps maximum on te paye ton arrêt maladie quand tu es salarié? Non. Tu veux pas tenter un chiffre? Ah, Maximum. je sais pas, 2 ans? 2 ans? Eh ben non, le maximum, c'est jusqu'à l'âge de la retraite. Oui, ouais, c'est vrai, j'aurais dit ça, mais ta question m'a embrouillé. Ouais, non, mais en fait, c'est intéressant parce que en fait, personne ne sait ça. Personne ne sait ça. C'est-à-dire que quand tu es salarié, potentiellement, si tu es malade, on te paye jusqu'à l'âge de la retraite 100% de tes revenus. Et quand tu es indépendant, eh ben, par défaut, on te paye quasiment rien. Et après, ça dépend, il y a différentes caisses au niveau des indépendants où tu peux avoir quand même un petit peu de sous. Pas la première année, mais après, tu peux avoir un petit peu. Et donc, du coup, par exemple, ce qu'on fait, nous, quand on couvre les indépendants en santé, c'est qu'on va couvrir notamment la mutuelle et on va couvrir le maintien des revenus jusqu'à l'âge de la retraite dans les mêmes conditions qu'un salarié. Et donc ça va venir sécuriser ton parcours parce que le jour où tu peux avoir un accident grave, et ben en fait, tout simplement, un indépendant, il se retrouve au RSA. Et donc, il se retrouve avec, surtout si tu as une famille, des enfants, ça crée quelque chose qui est complètement catastrophique. Et donc, du coup, ça fait partie des choses que tu dois absolument prévoir en tant qu'indépendant pour pouvoir être couvert si jamais il t'arrive un truc. Et après, ça m'arrive d'avoir des jeunes qui me disent, mais moi, personnellement, j'ai choisi la liberté. Donc, du coup, je n'ai pas choisi la protection, puisque moi, j'ai choisi d'être libre. Du coup, je prends mes risques. Du coup, si un jour, je suis malade ou voilà, eh ben, je me débrouillerai tout seul. Et si je suis pauvre parce que du coup, j'ai pris mes risques. Et ça, c'est pas un raisonnement très intelligent, malheureusement. Ça fait pas partie du courage, on va dire. C'est un raisonnement qui est irrationnel. En fait, en vrai, il vaut mieux payer une petite cotisation et être couvert pour ce genre de choses au cas où ça t'arrive. Et c'est ce que font 90% des indépendants dans tous les métiers. Et sauf que dans le domaine du freelancing, et ben, comme on est sur une population très jeune, on n'a pas toujours ce raisonnement. Et c'est super important de réfléchir, encore une fois, sur le long terme et de se dire, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et donc, du coup, il faut se couvrir pour ces choses-là. Ensuite, le deuxième conseil par rapport à la protection, c'est par rapport à la retraite. C'est-à-dire que quand tu es salarié, là où tu payes le plus de cotisations, c'est sur la retraite. Et quand tu es indépendant, c'est là où tu en payes le moins. Alors du coup, ça pose un gros problème. Et je ne sais pas si tu vois, par exemple, les gens qui ont fait, qui ont manifesté dans le cadre des Gilets jaunes, tu avais beaucoup, beaucoup de retraités. Et ces gens-là, c'était des retraités qui disaient, ben, je ne touche pas beaucoup d'argent. Je suis au minimum vieillesse, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Et si tu regardes bien, tous ces gens-là, c'est des indépendants. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas beaucoup cotisé. Et donc, du coup, ils n'ont pas de retraite. Et du coup, forcément, tu te retrouves dans une situation difficile. Donc, en fait, pour les indépendants, c'est super important de mettre de l'argent de côté, à la fois pour les moments dans ta vie où tu auras peut-être moins de missions, où tu seras en formation, par exemple, et aussi pour ta retraite. Et là, j'ai un conseil qui est vraiment super pratique quand tu es indépendant, c'est notamment d'investir dans ta résidence principale. Le fait d'acheter sa résidence principale, eh ben, c'est un investissement pour la retraite. C'est la meilleure préparation pour la retraite parce que ça veut dire que quand tu seras à la retraite, tu n'auras pas de loyer à payer. Et donc, du coup, ça veut dire que ton niveau de vie il pourra être beaucoup plus élevé. Et ça fait partie des choses, la retraite, qu'il faut préparer, je ne sais pas, à partir de 30-35 ans. Si tu t'y prends à 58 ans, tu n'auras pas assez de temps pour mettre de l'argent de côté pour ta retraite à 65 ans ou à 70 ans, même si tu travailles tard. Donc, si tu raisonnes pas à l'avance, ça doit faire partie de ton plan de carrière, et ben à la fin, tu te fais avoir. Et du coup, tu te retrouves dans la situation où tu as choisi la liberté, mais tu n'as pas pris toute la responsabilité qui va avec. Donc, les trucs du salariat en termes de protection, ben, quand on est indépendant, il faut juste se les fabriquer soi-même et il faut prévoir du budget pour ça. Après, il n'y a pas de miracle. C'est clair, ouais, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs déclics. C'est quand tu commences à avoir une famille, des enfants. Moi, c'est mon cas, hein, donc j'ai une femme, 2 enfants. Et c'est vrai que la notion de prévoir, elle est différente quand tu es tout seul célibataire. Mais même, c'est vrai, comme tu l'as dit, même quand tu es tout seul célibataire, si tu te projettes, tout de suite commencer à faire les choses bien. Euh, et c'est ça être un professionnel au final. Tu l'as dit, hein, ça être. C'est ça. Ok.
Pour terminer, je te laisse parler encore un sujet très important. Je sais qu'il te tient vraiment à cœur pour les plateformes. Alors du coup, le dernier sujet, c'est sur en ce moment les enjeux autour du freelancing et du travail indépendant. Ça, pour moi, la différence par rapport à tous les autres conseils que j'ai donnés, c'est que les autres conseils, on va dire, tu peux les appliquer individuellement. Donc, chercher des clients, avoir droit à l'erreur, prendre ses responsabilités, etc. Tout ça, c'est des conseils qui, on va dire, te concernent que toi-même. Mais en fait, ce que moi je vois aujourd'hui, en travaillant avec beaucoup d'indépendants et en étant en contact de tout ce qui se fait sur le marché, c'est qu'il y a énormément d'enjeux autour du travail indépendant qui sont des enjeux collectifs. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a dans la population active 90% de salariés, 10% d'indépendants, donc vraiment une minorité. Il y a des changements majeurs qui sont en train d'intervenir sur le travail indépendant et dont on n'a pas encore forcément conscience. Et ces enjeux, c'est quoi? Le premier, c'est la plateformisation. C'est-à-dire que de plus en plus, quels que soient les métiers dans le travail indépendant, ce n'est plus des métiers qu'on exerce tout seul. Il y a de plus en plus des plateformes de mise en relation, des structures d'intermédiation qui permettent d'accéder à des clients. Et ça, c'est de plus en plus utilisé. La conséquence de ça, c'est que les indépendants sont en quelque sorte dépossédés de la relation avec leurs clients. Alors, ils le veulent bien aussi. Hein. C'est pas, je dis pas que c'est pas bien de faire ça. C'est possible tout à fait de passer par une plateforme. Mais ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on perd la relation avec son client et notamment la relation qui permet de fixer les prix. Et ça, c'est quelque chose qui est un enjeu fondamental sur le travail indépendant. C'est qu'à partir du moment où où le business passe par une plateforme, et ben la plateforme, elle a des algorithmes, elle a un fonctionnement. On est sur une place de marché qui est liquide, qui est de plus en plus liquide. Et on le voit par exemple dans le cas des chauffeurs Uber. C'est une place de marché qui est totalement liquide. On a des chauffeurs indépendants qui vont trouver des clients qui veulent se déplacer. Et du coup, c'est l'algorithme de la plateforme qui fixe le prix. Et donc, l'indépendant, finalement, il n'a pas le choix. Alors, on peut penser que ça concerne que les chauffeurs VTC, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, les autres plateformes qui sont dans du travail, on va dire, plus intellectuel, elles sont sur un marché qui aujourd'hui n'est pas liquide. Mais plus il sera liquide, plus il y aura de monde sur ces plateformes, plus on va passer par ces plateformes et plus ça va avoir un impact sur la fixation des prix, plus ça va avoir un impact sur ta carrière et comment ça va se dérouler. Et donc, un des points fondamentaux aujourd'hui, c'est comment tu vas réguler, comment tu vas régir la relation entre tous ces indépendants de manière collective et notamment les plateformes. Et il ne faut pas croire que c'est une question qui est que individuelle, parce qu'elle n'est pas que individuelle. Et si un indépendant veut pouvoir notamment discuter avec une plateforme, négocier avec une plateforme, et ben à titre individuel, ça ne fonctionnera pas. Ça peut fonctionner qu'à une échelle collective. Et donc, les indépendants, en fait, aujourd'hui, il y a un sujet de prise de conscience de cette question de la plateformisation. Alors, si tu regardes un peu les infos, tu vois que, par exemple, sur les chauffeurs VTC, ils ont plutôt bien compris ça, donc, parce qu'ils sont en plein dedans. Mais sur le reste du travail indépendant, étant donné que c'est un sujet qui n'est pas encore mature, eh ben, on ne le voit pas encore arriver. Et derrière, ce que ça pose comme sujet, c'est la question de la protection des indépendants. C'est qu'aujourd'hui, le travail indépendant ne sera plus réservé à quelques entrepreneurs hyper courageux. Je pense que plein de gens sont en train de basculer dans le travail indépendant. Et le fait qu'on soit tous de plus en plus nombreux à être indépendants, ça fait qu'à l'échelle de l'économie française, les indépendants sont en train de devenir la variable d'ajustement. La variable d'ajustement, ça veut dire que tout simplement, si dans 2, 3 ans, 10 ans, il y a une crise économique, et ben, qu'est-ce qui se passe? À l'époque où tout le monde était salarié, le jour où il y a une crise économique, l'entreprise, elle peut faire un plan social, elle peut réduire les salaires. Et après, une fois que tu as un plan social, et ben, les gens vont se retrouver à Pôle emploi pendant 2 ans, le temps de pouvoir rebondir. Et là, le fait que maintenant, on soit en train de passer dans une économie d'indépendants, et ben, en tant qu'indépendant, le jour où il y a une crise économique, évidemment, les entreprises, elles font, on va dire, plan social, c'est-à-dire qu'elles mettent fin aux missions des indépendants, et sauf que derrière, tu te retrouves avec rien du tout. Et donc ça crée un enjeu pour la société de manière générale, qui est comment on recrée de la protection pour les indépendants, notamment en cas de crise économique. Comment on recrée toutes les institutions qui existent pour le salariat, mais cette fois pour les indépendants. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui, on est à 10% de la population active sur les indépendants et que dans 15 ans, on sera à 50% de la population active. Et donc, la société, elle doit se réorganiser pour tenir compte de ça.
Et c'est pour ça que c'est un sujet sur lequel je travaille énormément, et notamment sur le fait que il faut que les indépendants prennent le pouvoir, mais collectivement, parce qu'individuellement, c'est pas possible. Individuellement, tu peux discuter avec un client, mais tu peux pas revoir l'ensemble des conditions dans lesquelles se passe le travail indépendant. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'un des enjeux, et c'est mon conseil, enfin, on va dire, c'est mon dernier conseil pour les freelances, c'est en fait bien sûr, de travailler de façon individuelle sur sa valeur, sur sa carrière, sur sa formation. Mais par contre, les conditions dans lesquelles on vit, et les conditions de protection générale, ce n'est pas un sujet individuel, c'est un sujet collectif pour l'ensemble des indépendants. Et ça dessine aussi la société dans laquelle tu veux vivre. Si par exemple, des fois, ça m'arrive de voir des freelances qui se disent, eh ben voilà, je sais pas, quand je veux acheter tel ou tel prestat, j'essaye de l'acheter le moins possible, le moins cher possible. Mais par contre, moi, quand je vends ma prestation, je veux essayer de la vendre le plus cher possible. Eh ben, je suis désolée, mais il y a un petit problème de cohérence. Si toi, tu penses qu'on doit te payer à ta juste valeur quand tu fais une mission, et ben, quand tu fais travailler quelqu'un d'autre, et ben, il faut aussi que tu le payes à sa juste valeur. Parce que ça dessine la société dans laquelle tu veux vivre. Et donc, tout ça, c'est des points qui sont hyper importants. Et c'est pour ça que je le cite en dernier, parce qu'évidemment, quand on démarre en tant que freelance, la priorité, c'est d'abord de développer son business. Mais évidemment, il faut aussi avoir conscience de ces enjeux qui sont globaux et qui concernent tous les indépendants, qui passent par une plateforme ou pas, qui soient dans un métier plutôt intellectuel ou plutôt manuel, plutôt créatif ou plutôt, on va dire, de prestation de services. Et c'est ça qui va permettre que les indépendants vont se développer dans des conditions globales positives et pas dans des conditions négatives. Ouais, merci. En tout cas, merci pour ton implication. Hein. Je sais que j'ai été vraiment impliqué à ce niveau-là pour défendre les droits des indépendants. Et voilà, ce que je vous conseille en tout cas, si vous voulez un peu suivre tout ça, c'est de suivre In sur Twitter parce qu'elle partage pas mal un peu son engagement. Ça permet d'avoir un peu une idée de l'enjeu qui est là et de ce que In et d'autres personnes peuvent faire pour protéger les indépendants et de les soutenir aussi, de leur dire merci pour ce que vous faites. Voilà, merci beaucoup pour ces conseils que je trouve vraiment d'excellente qualité et je suis sûr que ça va permettre à beaucoup de passer un cap, de faire des prises de conscience, de sortir des fois de certains restes du salariat, de penser, vraiment penser comme un indépendant, comme un entrepreneur. Ouais, je te remercie vraiment et voilà. Et merci pour ce que vous faites aussi avec WeMind. Voilà, moi je suis vraiment un des clients qui est super heureux. Je sais qu'il y en a un des membres. Je pense que les autres sont super heureux aussi. L'expérience elle est juste exceptionnelle et voilà, pareil. Je vous encourage aussi à aller voir ce que font WeMind parce que c'est vraiment un service premium de très bonne qualité et voilà, je trouve que c'est important de soutenir un projet comme ça et puis, voilà, leur objectif de donner les mêmes droits aux indépendants qu'aux salariés, je trouve que c'est vraiment une super, c'est une vision qui est exceptionnelle et qui sont en train de réaliser. Donc c'est voilà. En tout cas, merci encore Inde pour tous ces conseils. Merci Jonathan, merci de faire ce genre de formation parce que je pense que c'est vraiment utile et d'être, parce que pour moi tu fais partie des gens qui sont des freelances expérimentés et du coup voilà de prendre le temps de partager tout ton savoir avec ceux qui débutent, je pense que ça a beaucoup de valeur. Donc bravo. Merci et avec grand plaisir.